Salut à tous. À ce stade de cette série, on va partir du principe que l'euro va disparaître dans un délai relativement court à cause des déséquilibres dont on a parlé dans les précédents épisodes. En effet, je vois pas trop par quel miracle des gens qui ne s'entendent sur rien jusqu'à maintenant vont soudainement être d'accord sur tout pour sauver une construction idéologique somme toute facultative et qui fait plus de mal que de bien. Au vu des conséquences désastreuses de l'euro pour l'économie des pays du Sud, on pourrait penser qu'ils seront les premiers à vouloir quitter ce système, et qu'au contraire, l'Allemagne fera tout pour les retenir et maintenir l'intégrité de l'euro, dont elle tire profit. Dont elle tire profit en apparence. Et oui, car contre toute attente, la fin de l'euro pourrait bien être causée par l'Allemagne, pour qui la stabilité monétaire est un dogme plus fort que l'euro. Les Allemands ont en effet été marqués par l'épisode d'hyperinflation qu'ils ont connu entre 1918 et 1923. La valeur de 1 mark or était passée de 1 mark papier à 1000 milliards de marques papier, entraînant une apocalypse monétaire. Aussi, après la Seconde Guerre mondiale, le patriotisme n'étant plus trop à la mode, surtout en Allemagne, la fierté nationale a trouvé refuge dans la monnaie. Avoir une monnaie forte et stable est devenu un impératif moral pour tous les Allemands, mais aussi un impératif économique, en raison de leur système de retraite par capitalisation. Vous avez besoin que l'argent que vous avez placé il y a 40 ans ait à peu près la même valeur au moment où vous prenez votre retraite. Du coup, tous les Allemands sont prêts à de nombreux sacrifices pour lutter contre l'inflation, et pour ça ils ont adopté des règles strictes. La Bundesbank est indépendante du pouvoir politique qui ne peut pas actionner la planche à billets pour financer les dépenses de l'État. Celui-ci est donc contraint de recourir au marché privé et de gérer rigoureusement son budget pour obtenir les meilleurs taux possibles. Pour lutter contre l'inflation, la Bundesbank contrôle l'offre de crédit des banques commerciales en contrôlant minutieusement la base monétaire, c'est-à-dire l'offre de monnaie centrale, par des politiques de taux d'intérêt, qu'elle monte ou qu'elle baisse en fonction de ce qu'elle veut faire. Et pour être sûre de pouvoir à chaque instant retirer de la monnaie du système, elle suit des règles strictes pour sa mise à disposition. Elle n'est octroyée que par des prêts, de préférence à court terme et toujours solidement garantis. Comme on l'a vu dans l'épisode 2 et 3, les banques commerciales doivent déposer à la Bundesbank des actifs qualifiés d'éligibles du même montant que leur emprunt. Pour rappel, il s'agit bien souvent d'obligations d'État ou d'entreprise, les actions sont aussi acceptées mais avec une décote de 20 à 30%. En cas de faillite de la banque commerciale, la banque centrale se remboursera en vendant les actifs qu'elle a pris en garantie. L'objectif de la Bundesbank, c'est d'éviter à tout prix de faire une perte financière qui l'empêcherait techniquement de retirer de l'économie le montant de cette perte. En gros, ça voudrait dire qu'elle a créé de la monnaie, mais en échange de rien, et donc que la monnaie s'est dépréciée. Si vous remarquez des similitudes avec les règles en vigueur dans la zone euro, c'est normal. Craignant le retour d'une Allemagne forte après la réunification, Mitterrand avait poussé à la création de l'euro, espérant contraindre les Allemands à la solidarité européenne. Les Allemands, d'abord réticents, ont fini par accepter, à la seule condition que ce soit un euro marque, aligné sur les considérations idéologiques allemandes. Du coup, la BCE est indépendante du pouvoir politique et elle se situe à Francfort, la ville de la Bundesbank. Elle a interdiction de recourir à la planche à billets et de financer les États. L'inflation ne doit pas dépasser 2%, le déficit budgétaire des États doit être inférieur à 3% du PIB, etc., etc. C'est aussi l'Allemagne qui a choisi d'utiliser ce système compliqué de monnaie centrale qui ne se mélange pas, justement pour que l'euro soit facilement réversible en cas de pépin. Du genre, devoir transférer 8 à 10% de son PIB par an aux États les plus pauvres. En 1993, Margaret Thatcher avait préféré rester en dehors de cette grande aventure. Vous n'avez pas ancré l'Allemagne à l'Europe, vous avez ancré l'Europe à une Allemagne nouvelle, unifiée et dominante. À la fin, mes amis, vous constaterez que cela ne peut pas fonctionner. Elle avait compris que l'euro détruirait l'économie des pays les moins compétitifs, tout en menant à des politiques inflationnistes insupportables pour les Allemands. Sortant de la réunion préparant le traité de Maastricht, Mitterrand s'exclama au contraire « J'ai cloué la main de l'Allemagne sur la table de l'euro ». Finalement, c'est bien Thatcher qui avait raison. Il avait cloué la zone euro sur la table de l'Allemagne. Et maintenant,
Une allégorie du couple franco-allemand. Mais les Allemands ont laissé passer un petit détail. Ils y étaient bien obligés pour permettre la circulation des euros entre les pays. Au sein du système Target 2, en échange de sa monnaie centrale, la Bundesbank ne reçoit pas de beaux actifs, bien sûr, qui vont garder leur valeur. Elle ne reçoit que la monnaie centrale en provenance des autres pays de la zone euro, qui s'est accumulée pour atteindre un montant avoisinant les 1000 milliards d'euros. Ces actifs ne rapportent rien, sont invendables et sont exposés à un risque de redénomination ou de défaut majeur, pour ne pas dire certain. Par conséquent, selon ses propres règles de classement, la Bundesbank considère tous ces actifs comme des créances pourries irrécouvrables et elle n'a plus qu'à attendre qu'un État débiteur sorte de l'euro pour constater la perte. En d'autres termes, l'euro profite à l'exportateur allemand qui voit son activité économique se développer, mais pas à l'Allemagne prise dans son ensemble, parce qu'à la fin, les Allemands devront éponger la perte d'une manière ou d'une autre. Mais on nous a souvent dit que les Allemands avaient bénéficié de l'euro. Mais ça, c'est pas vrai. Alors justement, c'est ça le problème. C'est pas vrai, parce que en fait, en quoi en auraient-ils bénéficié? Ils en auraient bénéficié parce que ils seraient devenus des champions du monde de l'exportation. Oui. Mais enfin, ils sont champions du monde de l'exportation parce qu'ils exportent vers la zone euro. Oui. Et c'est surtout ça qui fait qu'ils sont champions du monde de l'export. Et quel est le but d'exporter? C'est pas de gagner un titre de compétition, je suis le meilleur exporteur, on s'en fiche. C'est de gagner des sous. Oui. Oui. Et là, ils gagnent pas des sous, sinon de manière fictive. Ah oui. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Vous avez un vendeur de voitures qui a réussi à vendre une voiture allemande à un client italien. Exemple vraiment canonique, qui ressort dans toutes les les conférences, dans toutes les interviews. Qu'arrive-t-il à ce vendeur de voitures? Eh ben, il touche le prix de la voiture et il est content. Mais qu'arrive-t-il au niveau du pays tout entier, de l'Allemagne tout entière? Non. Parce que, en fait, ça n'est pas un Italien ou une institution italienne qui a payé. C'est la Bundesbank qui a payé le vendeur de voitures. Et donc, ça se rattrape, quoi. Enfin, la somme des deux, c'est... Et par quel biais a-t-elle payé? Eh ben, elle a payé en créditant C'est ça. en créditant le compte bancaire du vendeur de voitures. Voilà. Ça, d'accord. Mais au total, qu'est-ce qui est entré en Allemagne, en fait, d'argent? Uniquement des créances Target. Et c'est pas exactement un actif de très haute sûreté. Donc, ils exportent, mais pour rien. Et exportant pour rien, le bénéfice de l'exportation qui est celui en général qu'on leur prête, on leur dit, on dit d'eux qu'ils sont contents de l'euro parce qu'ils peuvent exporter, mais en fait c'est un bénéfice fictif. Les Allemands vont donc casquer pour les targets, mais on n'est pas obligé de taxer les gens comme on pourrait penser de prime abord. Il existe une autre solution pour gérer cette perte, parce que les banques centrales sont les seuls acteurs économiques qui peuvent avoir des fonds propres négatifs sans pour autant faire faillite, puisqu'elles sont elles-mêmes la monnaie. Elles peuvent donc faire ce que personne d'autre ne peut faire, boucher un trou dans les comptes par une simple écriture comptable. Elle a reçu 100 € via Target et elle a créé 100 € allemands pour son système bancaire. Si demain il y a un défaut sur les targets et que cette créance se volatilise, elle peut monétiser cette perte en remplaçant la créance par des billets de banque. Des billets qui peuvent être réels ou virtuels, ça n'a pas d'importance. En général, imprimer des billets sans contrepartie est inflationniste, surtout si vous le faites pour financer des gaspillages budgétaires. Mais là on est dans un cas particulier avec les targets, parce que la monnaie circule déjà dans l'économie allemande, et les 1000 milliards y sont toujours. Donc, si l'afflux de monnaie en provenance des autres pays de la zone euro avait dû créer de l'inflation en Allemagne, ce serait déjà le cas. En d'autres termes, remplacer les targets par des billets, ça revient à figer la situation monétaire à un instant T, et c'est reconnaître que les targets n'ont jamais rien valu. Ou en tout cas pas autant qu'on ne le pensait. Faire ça, techniquement, c'est une possibilité. Mais pour les Allemands, c'est une hérésie totale. Parce que ça revient à admettre qu'ils ont déprécié leur monnaie pour faire un joli cadeau aux pays du Sud. Et ça, c'est mort. Leur monnaie avait une certaine valeur quand ils sont rentrés dans l'euro, et ils comptent bien retrouver la même à la sortie. Ni plus, ni moins. Quand la Bundesbank a créé 100 € de monnaie, c'était en contrepartie d'un actif d'une valeur équivalente.
Si cet actif devait perdre tout ou partie de sa valeur, il chercherait à faire payer la différence à quelqu'un pour être sûr que la monnaie conserve sa valeur. Ce raisonnement est motivé par une considération idéologique légèrement rigide, qui n'est pas dénuée d'un certain bon sens, mais qui a déjà poussé les Allemands à sacrifier leur économie sur l'autel de la monnaie. Pour qu'une banque centrale ne fasse jamais de perte, les Allemands ont adopté un raisonnement très simple. Ils estiment qu'elle doit obéir aux mêmes règles de bonne gestion qu'une entreprise lambda. Et quand une entreprise lambda fait une perte supérieure à ses fonds propres, il faut que ses actionnaires la recapitalisent s'ils veulent la voir continuer à fonctionner. En d'autres termes, si la Bundesbank fait une grosse perte sur les targets, l'État allemand verrait sa dette augmenter du même montant que cette perte. Si vous voulez, ils prennent le problème par l'autre bout. Au lieu de monétiser la perte, ce qui a un impact minime sur l'économie mais déprécie la monnaie, ils vont chercher à retirer de la monnaie du système comme si c'était une espèce de trop perçu. Ça permet de conserver la valeur de la monnaie, par contre ça contracte l'économie. Et quand vous contractez une économie qui est déjà au bord de la récession, comme c'est le cas en ce moment, ça fait très mal. C'est pour ça que les Allemands sont inquiets de l'augmentation des soldes Target. Ils considèrent qu'ils sont en train d'offrir des Mercedes aux pays du Sud sans contrepartie valable, et qu'à la fin, leurs contribuables payeront la note via des impôts. On est d'accord que les deux solutions pour gérer une perte ont des avantages et des inconvénients, et selon les cas, on peut très bien choisir l'une ou l'autre des solutions. Mais justement, dans le cas des targets, l'idéologie dominante et les traités poussent à une politique monétaire restrictive, alors que monétiser la perte me semble être une solution plus intelligente, plus juste et plus logique d'un point de vue politique et social. C'est simplement la conséquence négative de l'euro pour l'Allemagne. J'étayerai un peu mieux ce point de vue dans la prochaine vidéo sur l'Italie, où on verra aussi les solutions qui s'offrent à l'Italie pour régler cette question des targets, autre que le défaut pur et simple. Ça me permet d'éviter les redites et ça servira de conclusion sur le sujet des targets. Il n'y a pas que l'augmentation des soldes Target qui irrite les Allemands et leur donne envie de quitter ce système. Suite à la crise de l'euro, la BCE a dû s'écarter des dogmes monétaires en ayant recours à des politiques non conventionnelles pour sauver l'euro. En gros, ils font tourner la planche à billets, et ils la font tourner pour financer des bêtises et des déficits. Normalement, l'article 123 du TFUE interdit à la BCE de financer directement les États. Mais les traités ne disent rien quant au financement indirect, par des rachats de titres déjà émis sur le marché secondaire. Alors tant pis si les Allemands râlent, et puis c'est ça ou la fin de l'euro. Au cours de la décennie, la BCE a donc lancé plusieurs programmes de rachat de titres qui n'avaient pas tous le même objectif. Elle a commencé ses emplettes en 2010 avec le Securities Market Program, devenu ensuite le programme OMT, Opération monétaire sur titres, qui consistait à acheter sur le marché secondaire les dettes des États les plus en difficulté pour faire baisser leur taux d'intérêt. Le but était d'éviter que les spéculateurs qui pariaient sur la fin de l'euro n'entraînent la fin de l'euro par un effet autoréalisateur suite à l'explosion des taux d'intérêt des États. À partir de 2011, la BCE a commencé à accorder aux banques des LTRO, des prêts de monnaie centrale avec des durées de 3 ans pour un montant dépassant 1000 milliards d'euros. Puis fin 2014, il y a eu les TLTRO avec des maturités de 4 ans. Là aussi, le dogme de la Bundesbank qui veut que ces prêts n'excèdent pas des maturités de 3 à 6 mois n'est pas respecté. L'objectif de ces prêts est différent des rachats de titres. Comme on l'a vu dans les épisodes 2 et 3, il s'agissait de fournir aux banques un matelas de liquidités pour qu'elles puissent faire circuler la monnaie en l'absence de marché interbancaire. Ça aussi, c'était absolument vital à la survie de l'euro. Enfin, à partir de 2015, il y a eu les fameux QE, Quantitative Easing. Cette fois, le but est de lutter contre la déflation et de relancer l'économie en rachetant aux banques des obligations d'État et aussi d'entreprises pour pousser les banques à faire crédit plus facilement, quitte à ce que la BCE rachète ensuite des créances risquées. Les QE sont critiqués pour leur risque inflationniste et ou de gonflement de bulles des actifs, ce qui rend les Allemands systématiquement grincheux, entre autres. Mais en fait, la réalisation de ces risques est justement l'objectif poursuivi par la BCE pour relancer l'économie, avec des résultats discutables, mais c'est un autre sujet. En 2013, 35 000 Allemands avaient déposé un recours devant le tribunal constitutionnel allemand contre le programme OMT
estimant qu'il s'agit d'un programme illégal de financement des pays membres de la zone euro par des moyens détournés. La Bundesbank a enfoncé le clou lors du procès en affirmant que ce n'est le rôle d'aucune banque centrale de garantir la pérennité de l'Union monétaire européenne. Cette simple phrase nous fait comprendre que les dirigeants de la Bundesbank, et plus largement du monde économique allemand, auraient préféré que certains États sortent de la zone euro ou qu'on y mette fin dès 2010, plutôt que de se lancer dans ces politiques monétaires non conventionnelles. Mais l'euro étant défendu par des extrémistes qui squattent les plateaux de télé, il est risqué pour un politicien de prendre position contre l'euro, même en Allemagne. Bien que cela soit en train de changer dernièrement, en Allemagne comme ailleurs. Début octobre 2019, à l'occasion de la fin du mandat de Mario Draghi à la tête de la BCE, d'anciens hauts cadres de banques centrales ou de la BCE d'origine française, allemande, autrichienne et hollandaise ont signé une nouvelle tribune très critique sur la politique monétaire de Draghi. Je dis nouvelle parce qu'elle fait suite à d'autres qu'on verra au cours de cette vidéo. Une phrase en particulier a attiré l'attention. La suspicion que derrière ces mesures, celles que je viens de citer, il y aurait l'intention de protéger les États les plus endettés de la hausse des taux d'intérêt apparaît de plus en plus fondée. Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous. Mario Draghi étant italien, cette suspicion revient à remettre en cause l'indépendance de la BCE et par là, le mythe selon lequel les pays de l'Union européenne seraient unis dans la diversité à la poursuite d'un intérêt commun européen. Jusqu'à il y a peu, ce genre de propos était tenu par des eurosceptiques populistes. Maintenant, c'est tenu par des hauts cadres du système. Petit à petit, le dogme se fissure. Au-delà des pressions de l'inquisition médiatique, si les dirigeants allemands sont aussi frileux sur la sortie de l'euro, je pense que c'est parce qu'ils craignent que ce soit le début de la fin de toute la construction européenne. Or, les Allemands souhaitent conserver les avantages qu'ils tirent de l'UE, parce qu'ils sont beaucoup plus concrets que ceux de l'euro. Il faut se rappeler que l'Allemagne n'a pas toujours été la locomotive de l'Europe. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était un pays rasé, ruiné, pestiféré, morcelé, occupé. La signature du traité de Rome en 1957 qui place Walter Einstein à la tête de la Commission européenne représente une grande opportunité pour les Allemands que De Gaulle avait bien comprise. Je pense que si Walter Einstein est à sa manière un Européen sincère, c'est parce qu'il est d'abord un Allemand ambitieux pour sa patrie. Car dans l'Europe, telle qu'il la voudrait, il y a le cadre où son pays pourrait gratuitement retrouver la respectabilité et l'égalité des droits que la frénésie de la défaite d'Hitler lui en fait perdre, puis acquérir le poids prépondérant que lui vaudra sans doute sa capacité économique. Enfin, obtenir que la querelle de ses frontières et de son unité soit assumée par un puissant ensemble d'après la doctrine à laquelle, comme ministre des Affaires étrangères de la République fédérale, il a naguère donné son nom. De Gaulle avait le tiercé, mais dans le désordre. On a d'abord payé pour l'unification de l'Allemagne tout au long des années 90 à travers la politique monétaire. L'inflation engendrée par l'intégration de l'Allemagne de l'Est a conduit la Bundesbank à prendre unilatéralement des mesures d'austérité drastiques, sur lesquelles ses voisins de l'Europe des 15 ont dû s'aligner au nom des critères de convergence économique du traité de Maastricht qui venait d'être signé. Du coup, les conséquences négatives de l'unification ont été assumées par un puissant ensemble. On estime quand même que les habitants de la RFA ont transféré l'équivalent de 1300 milliards d'euros aux habitants de la RDA, ce qui n'aide sans doute pas à les rendre réceptifs aujourd'hui à l'idée d'une union de transfert avec les pays du sud de la zone euro. Ensuite, grâce à ses capacités économiques et à l'euro aligné sur le mark, elle a obtenu un poids prépondérant dans l'Union européenne. Et maintenant, elle travaille à retrouver la respectabilité et l'égalité de droit que la frénésie de la défaite d'Hitler lui ont fait perdre. Pour cela, elle place ses pions depuis des années dans les institutions européennes, trustant tous les postes d'encadrement du machin. Aux dernières nouvelles, Ursula von der Leyen, la prochaine présidente allemande de la Commission européenne, est en train de faire pression pour imposer des directeurs de cabinet allemands à tous les commissaires européens, qui eux sont de nationalités différentes. Même à Libération, ils ont trouvé sa démarche paranoïaque, germano-centrée et teintée d'un nationalisme hors d'âge. Vis-à-vis de la France, plus spécialement, ça passe par deux choses.
mettre la main sur la bombe nucléaire par le truchement d'une armée européenne, alors que le traité de Moscou interdit à l'Allemagne de posséder des bombes nucléaires. Et deuxièmement, obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, soit pour elle-même, soit en piquant celui de la France qui deviendrait un siège européen, mais que l'Allemagne piloterait évidemment. Le traité d'Aix-la-Chapelle marque un pas de géant vers ses objectifs. Il a été signé début 2019 par Macron au nom de l'amitié franco-allemande et d'une coopération européenne toujours plus renforcée. Bref, au nom de la collaboration la plus crasse qu'on ait vue depuis les années 40. L'article 4 dispose que la France et l'Allemagne se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d'agression armée contre leur territoire. Ce qui inclut a priori les bombes nucléaires. Et l'article 8 nous apprend que l'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Voilà que nous payons des impôts pour sanctuariser le territoire allemand et défendre les intérêts de l'Allemagne. Évidemment, Macron n'a obtenu aucune contrepartie en échange des nombreuses concessions du traité d'Aix-la-Chapelle. Ni pour la France, mais ça on s'en doutait, mais pas non plus pour les intérêts d'une Union européenne ou d'une zone euro renforcée qui fonctionnerait mieux. Quelques semaines après la signature de ce traité, en mars 2019, Macron s'était permis de publier dans les journaux de toute l'UE une lettre aux citoyens de l'Europe, pour inciter à plus d'intégration européenne, en préconisant plus de coopération pour l'investissement, la politique sociale, l'écologie, un protectionnisme européen, etc. quoi, le blabla habituel. L'occasion pour les Allemands de rappeler leur point de vue en matière d'intégration. Merkel n'a pas daigné répondre à son énième discours mielleux sur l'Europe, laissant cette tâche ingrate au numéro 2 de son parti, Madame Akaka. Elle s'est dite tout à fait favorable à une Europe plus forte, plus intégrée, travaillant davantage ensemble, dont l'avenir passe forcément par une représentation de l'UE au Conseil permanent de l'ONU. Autrement dit, la France doit donner son siège au nom de l'intégration européenne et fermer sa gueule. Par contre, l'étatisme européen, la communautarisation des dettes, l'européanisation des systèmes de protection sociale et du salaire minimum sont de mauvaises voies d'intégration qui fragiliseraient l'Europe. Elle a écrit l'Europe. On peut difficilement présenter un point de vue plus germano-centré sur ce que l'UE doit être et doit faire. Ce qui est à l'Allemagne est à l'Allemagne, et ce qui est à l'Europe est à l'Allemagne. C'est en cela que l'UE est très importante pour les Allemands, parce qu'ils peuvent plus trop être des patriotes allemands défendant leurs intérêts nationaux. Par contre, ils peuvent être de fervents partisans d'une Europe plus forte, une Europe allemande, une sorte de 4e Reich. C'était bien la peine de s'être cassé le cul à les foutre dehors en 45. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Il s'agit donc pour l'Allemagne de conserver les avantages qu'elle tire de l'Union européenne, tout en se dégageant de l'euro qui est devenu une menace pour elle depuis la crise de 2010, avec l'explosion des soldes Target et l'apparition des mesures monétaires non conventionnelles de la BCE. Alors, Jens Weidmann, le président de la Bundesbank à l'époque, a eu une idée. Une idée qui peut mettre fin à l'euro de manière imperceptible et sans que les coupables puissent être clairement identifiés. En 2012, il a envoyé une lettre à Mario Draghi, alors président de la BCE, pour lui faire une proposition toute bête. Nantir les dettes Target 2 avec un collatéral. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie? C'est normal. En utilisant des termes jargonneux, on évite que des gens non autorisés à penser, comme vous, se mettent à penser. Le collatéral, c'est le nom qu'on donne à la garantie d'un prêt. Si vous ne payez pas votre emprunt immobilier, la banque se payera en vendant votre maison. Votre maison est le collatéral du prêt. L'idée est donc toute bête. En profitant de sa position extrêmement créditrice dans le système Target, l'Allemagne pourrait imposer unilatéralement une nouvelle règle. Pour créer de la monnaie centrale allemande, la Bundesbank pourrait exiger les mêmes garanties aux banques centrales de la zone euro qu'elle exige pour les banques commerciales. À partir de là, fini les targets qui s'accumulent. Ou dit autrement, fini la monnaie centrale des autres pays de la zone euro qui s'accumule. Pour valider un transfert vers l'Allemagne,
une banque centrale de la zone euro devrait fournir à la Bundesbank un actif éligible du même montant que la transaction. Et cet actif, vous commencez à les connaître maintenant, ça peut être de l'or, des actions, toutes sortes de titres, mais ce sera surtout des obligations d'État allemands. Tant que les échanges entre votre pays et l'Allemagne sont équilibrés ou stables, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez une fuite de monnaie constante et importante vers l'Allemagne, ce système vous vide de votre richesse. Ce serait le cas notamment de l'Italie et de l'Espagne qui seraient très vite à court de collatéral. Par conséquent, cette idée en apparence innocente et technique va conduire à l'expulsion de certains États de la zone euro en quelques semaines, ce qui peut entraîner la fin De cette grande aventure. Car n'oubliez pas que l'euro, c'est juste un ensemble de monnaies nationales dont on a décidé qu'elles s'appelleraient toutes euros et qu'elles s'échangeraient à un taux fixe de 1 pour 1, sans limite de durée, ni de montant. Or, le nantissement des transferts target constitue une limite au montant qu'on peut échanger, car les banques centrales des pays du Sud, notamment, se trouveront tôt ou tard dans l'incapacité de fournir des actifs éligibles pour valider un transfert vers l'Allemagne. À partir de là, les autres banques centrales qui peuvent encore échanger avec la Bundesbank refuseront le transfert de celles qui ne le peuvent plus pour ne pas servir d'intermédiaire et devoir donner de beaux actifs à la Bundesbank en échange de la monnaie centrale pourrie des pays du Sud. C'est pour cette raison technique que cette règle, d'abord imposée par l'Allemagne, sera obligatoirement adoptée par tous, sans qu'il y ait pour autant de modification des traités. Dit autrement, dans ce système, un pays a accès à la zone euro tant que ses échanges avec les autres pays sont équilibrés, puis dans la limite du solde négatif qu'il est capable de collatéraliser. Par exemple, la France qui a un solde régulièrement négatif, mais qui oscille entre plus 30 et moins 60 milliards, c'est pas un problème, parce que c'est un montant peu élevé par rapport à la taille du pays, et c'est stable. Mais si votre solde négatif est en augmentation constante et rapide, vous finissez à poil, et quand vous avez plus de collatéral à fournir, votre monnaie est traitée comme une monnaie étrangère, et elle s'échangera sur le marché d'échange. Imaginons que l'Italie soit placée dans cette situation. Un beau jour, une transaction vers l'Allemagne d'un importateur via Target sera refusée par manque de collatéral. Sa banque n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers le marché d'échange pour acheter des euros allemands contre des euros italiens, et par l'effet de l'offre et de la demande, il devra forcément payer un taux de change supérieur à 1 pour 1. L'euro sera mort, et pourtant cette fiction pourra se maintenir pendant plusieurs mois, parce que les billets continueront de circuler, les monnaies continueront de s'appeler euros, donc le kidam y verra que du feu. Peut-être que sur certains achats sur internet, il payera des frais supplémentaires, mais sans comprendre qu'il s'agit de l'application d'un taux de change. Il se dira que ça vient de sa banque ou que c'est une taxe quelconque. Cette idée lancée par le président de la Bundesbank est longtemps restée discrète. Puis, elle a été reprise par des économistes s'exprimant dans la presse spécialisée. Puis, une tribune signée par 154 économistes allemands a demandé au gouvernement de rejeter le plan de réforme de la zone euro proposé par Macron en 2018, déjà, donc le mec se prend un vent par année, et à la place, d'arrêter les QE, de solder régulièrement les soldes Target, ce qui revient à ce que je vous ai expliqué, et d'inclure dans les traités une clause de sortie ordonnée de la zone euro qui n'existe pas actuellement. Cette clause a encore été réclamée tout récemment par le président de la Banque centrale hongroise, qui a appelé les Européens à admettre que l'euro était une erreur. On devine que son pays n'entrera pas dans l'euro. Mais revenons-en à l'Allemagne. Quelques mois après la tribune des économistes, l'idée de Feynman entrait dans la sphère politique. Le président du Conseil économique de la CDU, le parti de Merkel au pouvoir depuis 13 ans, s'est exprimé à ce sujet dans 2 articles. Il affirme qu'il est urgent de limiter ou de disposer d'un nantissement sur les soldes Target en hausse. Il indique que la solution la plus cohérente serait de geler les soldes actuels et d'introduire un nouveau système Target 3. Comme aux États-Unis, les créances doivent être régulièrement compensées et garanties par des garanties telles que l'or ou des titres gouvernementaux. Voilà où nous en sommes. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous renvoie aux articles de Vincent Brousseau sur la sortie furtive de l'euro, que les Allemands appellent Target 3, et que j'ai largement pompé pour faire cette vidéo. Je crois d'ailleurs que c'est le seul à parler de ce sujet en France, et c'est lui qui a introduit toutes ces informations pour un public francophone.
J'ajouterai sans doute quelques-unes de ces vidéos à la playlist de cette série. Tout ça pour dire que cette idée fait son chemin. Et si un jour vous entendez parler à la télé d'une réforme de la zone euro, initiée par l'Allemagne, avec les mots Target 3 qui traînent dans un coin, gardez de l'argent liquide sous le coude, un peu d'or ça fait pas de mal, et profitez du feu d'artifice, parce que l'euro disparaîtra peu de temps après. Avec l'application de Target 3, tous les risques seront supprimés pour la Bundesbank qui sera toujours payée avec des actifs éligibles, et elle sera ravie de voir l'euro fonctionner ainsi le plus longtemps possible. L'Allemagne aura l'avantage de bénéficier de l'euro pour ses exportations, mais sans l'inconvénient de voir s'accumuler les créances pourries de certaines banques centrales. Par contre, pour les pays du Sud, c'est la double peine. Le taux de change surévalué de l'euro continuera d'handicaper leur économie, et à l'intérieur de la zone euro, ils se feront pomper le peu de richesse qu'il leur reste, simplement pour que les autres États acceptent leur transfert de monnaie. Cette situation extrêmement injuste conduira tôt ou tard l'un de ces États à constater ce qui sera devenu une réalisation de fait. Il sortira de l'euro et récupérera le contrôle de sa monnaie nationale avant que son économie ne devienne un raisin sec. Il accusera l'Allemagne d'avoir saboté l'euro, tandis que l'Allemagne l'accusera de ne pas avoir fait les réformes structurelles nécessaires au maintien de l'euro. Le sujet étant très technique et comportant une bonne part d'idéologie, les deux ont à la fois raison et tort et on peut en discuter longuement. Mais aux yeux du public, seul celui qui prendra la décision finale de sortir de l'euro sera identifié comme le responsable de toutes les conséquences qui pourraient en découler. Ainsi, l'Allemagne mettra fin à l'euro sans jamais le dire, sans en être directement responsable, et sans que le Kidam ne puisse s'en rendre compte. Tout se passera dans la coulisse, en douceur, s'étalant sur plusieurs mois, évitant le plus possible qu'un choc n'entraîne avec lui le reste de la construction européenne. Tout se passera comme si des gens totalement favorables à l'euro avaient dû cesser d'y participer pour des raisons techniques, obscures et regrettables. Si la sortie d'un État devait entraîner la fin de l'euro, les dirigeants du premier pays sortant serviront sûrement de bouc émissaire. Ils seront traités de mauvais Européens, de saboteurs de cette belle idée de paix et de prospérité qu'était l'euro, permettant ainsi à tous les autres dirigeants de prendre des postures de grands Européens, tout en étant ravis de pouvoir bazarder l'euro. Mais bon, c'est sûr que si tout le monde est déjà au courant, ça marchera moins bien. Alors chut, il faut pas le dire.